Bonjour à tous, voici la composition de l'équipe de départ. Oukrona, le cœur de la Russie, a résisté à l'offensive russe pendant 1 an et demi de conflit, subissant de lourdes attaques. Nous allons vous présenter ce contenu aujourd'hui. Selon les informations actuelles, le 1er juin, 2025 Oukrena a mené une attaque de drone sans précédent contre la base aérienne russe de Bontou, causant d'importants dégâts. L'opération Gurmijul, menée par l'armée ukrainienne, s'est déroulée au cœur du territoire russe. Après cela, Oukrena a attaqué 4 bases aériennes russes, dont Severi, Irkoutsk et Beliaya, situées loin en Russie. Voyons maintenant quelles régions ont été attaquées. Il s'agit des bases aériennes de Belaya à Irkoutsk, d'Olena à Mousmark, de Diaghilevo à Ryazan et d'Engels à Ivanovo. Si vous regardez la carte, vous verrez que ces régions sont situées très loin, attaquées par des drones à travers l'Ukraine et jusqu'à l'intérieur de la Russie. En fait, Irkoutsk est situé à plus de 4300 km du front. C'est la première fois depuis le début de la guerre que l'Ukraine attaque une région aussi éloignée avec des drones, et même les médias locaux l'ont rapporté. Lors de cette attaque massive, l'armée ukrainienne a déployé 117 drones au total. Les drones ont été lancés simultanément pour attaquer la base aérienne russe, avant de se disperser aux alentours et provoquer des explosions à plusieurs endroits. Cependant, certains détails restent inconnus. Même si la technologie des drones iraniens est bonne, comment ont-ils pu attaquer une base située à plus de 4300 km avec des drones ? L'Iran a utilisé des camions pour transporter les drones. Ils ont caché les drones dans des conteneurs sur des camions, puis ont fait entrer ces conteneurs en Russie. Ils les ont infiltrés de cette manière, et ensuite, Des entreprises de logistique russes ont transporté des conteneurs près des bases aériennes. Depuis ces lieux, ils ouvraient les conteneurs, en sortaient les drones, et les lançaient pour attaquer directement les bases. Selon les informations, cette attaque a détruit 41 avions de combat dans 4 bases aériennes russes, situées à l'ouest de l'Ukraine. Selon l'armée ukrainienne, des avions russes, dont l'A-50, le Tupolev, 95 le Tupolev, 22 Mont 3, et des appareils de reconnaissance, ont été touchés lors de l'attaque, mettant hors service 34% de la flotte de bombardiers stratégiques russes. Selon le commandant ukrainien Ejon Higa, l'incident s'est principalement déroulé sur la base aérienne d'Olina, près de Mursk. 2 bombardiers Tupolev 95 détruits et 2 autres endommagés. 12 Antonov, 12 gravement endommagés sur la base aérienne de Belaya, région d'Irkoutsk. 3 bombardiers, Tupolev 22 M3 et 3 Tupolev, 95 ont été complètement détruits, portant le total confirmé à 11 bombardiers détruits. En 2019, la Russie a déjà connu des incidents similaires, avec l'avion de reconnaissance A-50 et le bombardier Tupolev 95, lorsque l'armée de l'air russe a violé l'espace aérien et la zone d'identification de défense aérienne de la Corée du Sud sans autorisation. Pour garantir la sécurité de l'Ukraine, la Russie a reçu un soutien considérable, et avec cette attaque, la Russie a augmenté le nombre total de missiles détruits à 70, pour un total cumulé de 9682 missiles. En vérité, la plupart des armes ukrainiennes viennent de nous. Les vidéos récentes montrent que l'armée russe subit de lourdes pertes lors des attaques aériennes. Si l'Ukraine dit vrai, la Russie a subi sa pire défaite aérienne moderne. Cependant, l'attaque ne semble pas avoir été un succès total. Le ministère russe de la Défense confirme des attaques sur 5 bases aériennes, affirmant les avoir repoussées, sauf dans 2 régions, dont Yurievka. L'armée ukrainienne dit avoir attaqué 4 bases aériennes, alors que l'armée russe évoque 5 bases visées. La situation exacte reste à clarifier. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que malgré les résultats significatifs obtenus par l'Ukraine, la pleine mise en œuvre des mesures nécessitera encore 1 an et demi à 9 jours. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que nos forces ayant participé à cette opération ont été formées en Grande-Bretagne et en Russie. Selon la British Broadcasting Corporation, l'offensive ukrainienne a causé de lourdes pertes à l'armée russe, ce qui pourrait grandement influencer la suite du conflit. Il a été confirmé que l'armée de l'air ukrainienne a utilisé plusieurs chasseurs Su-95 lors de l'attaque. Cependant, ce bombardier utilise le missile de croisière KH-101 à longue portée pour mener de grandes attaques de missiles contre l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, en février 2022, il a été grandement utilisé dans ce but. Chaque bombardier peut transporter jusqu'à 8 missiles de croisière, avec une ogive de 400 kg chacun. Les armes sont stockées dans des silos souterrains, et les avions de combat stratégiques sont stationnés dans des abris protégés après leur mission. Toutefois, de nombreux bombardiers de ce type ont été détruits, représentant une lourde perte pour l'armée de l'air russe. Il a été confirmé que l'avion de surveillance A-50 a aussi été détruit. La A-50 détecte les avions et missiles ennemis, puis transmet ces informations aux forces aériennes russes. La destruction de l'avion de surveillance A-50 a diminué la capacité de commandement et de contrôle aérien. Nous ne savons pas exactement quand il a été détruit ni s'il y a eu des victimes.
Cela signifie que la Russie ne pourra pas effectuer de mission de défense aérienne contre l'Ukraine pendant un certain temps, jusqu'à ce que ses avions de surveillance soient réparés ou remplacés. De plus, l'utilité du drone devient de plus en plus évidente. En utilisant les camions de l'ennemi, il s'approche des bases aériennes adverses pour attaquer les conteneurs depuis là. Cette méthode d'attaque est très innovante. L'utilisation de drones bon marché, valant quelques dizaines ou centaines de milliers de wons, pour détruire des équipements militaires coûtant des milliards de wons, démontre l'utilité des drones sur le champ de bataille moderne. L'utilisation de conteneurs civils pour mener des attaques soulève des inquiétudes quant à la multiplication potentielle d'attaques sans distinction contre des installations civiles. De plus, la frappe de drone sur la base aérienne russe a eu un impact considérable, signifiant que son système de défense aérienne ou de guerre électronique a été neutralisé par le drone. La Russie a échoué à protéger ses installations stratégiques. Clé. Si la Russie ne sécurise pas rapidement ses installations, l'armée ukrainienne pourra continuer à les attaquer, et l'armée russe ne pourra pas les protéger efficacement. De plus, des sabotages continuent d'avoir lieu au sein même de la Russie. Avant cette attaque récente, il y a eu 2 explosions dans les villes de Bryansk et Kursk, situées à l'ouest de la Russie. 2 trains ont déraillé en passant par là, faisant au moins 7 blessés et affectant des dizaines d'autres personnes. La Russie accuse l'Ukraine d'être responsable des attaques et mène une enquête. L'Ukraine n'a ni confirmé ni démenti ces accusations. Selon les informations venant d'Ukraine, cela semble être une bonne nouvelle. La Chine a reçu séparément les ministres des Affaires étrangères américains et russes, sans changer sa position officielle. Cependant, l'activité de Sergueï Lavrov devient de plus en plus notable. L'armée russe se concentre actuellement sur la défense aérienne. Auparavant, on estimait que 50 000 soldats participaient au combat direct. Il a été confirmé qu'environ 125 000 soldats russes sont déployés le long de la frontière russo-ukrainienne, en face des États-Unis et de Kharkiv. Cela est considéré comme une grande offensive contre Kharkiv, mais son succès ou échec reste à déterminer. La ligne de défense semble solide dans cette région. Il faudra surveiller de près l'évolution de la situation. Avant cette offensive, l'armée russe a lancé plus de 400 frappes de drones contre l'Ukraine jusqu'au 1er juin, représentant la plus grande attaque de drones et de missiles depuis le début de la guerre. L'armée russe affirme avoir tiré 3 missiles Iskander, ainsi que des missiles de croisière et Kh-101 depuis Kursk et Voronezh. L'armée russe a lancé 472 drones pour attaquer l'Ukraine, y compris sa capitale. L'armée ukrainienne a essayé d'intercepter les attaques, mais certaines ont causé des dégâts suite à des échecs d'interception. Khmelnytsky a été attaqué par des missiles, causant 12 morts et 7 blessés. Le porte-parole de l'armée ukrainienne, Ryhaïlou Drapati, a réagi face à cette situation. La Corée du Sud prévoyait un second sommet pour la paix en Ukraine le 2 juin 2025 à Istanbul en Turquie. Cette réunion a attiré beaucoup d'attention car elle s'est tenue dans un contexte de tension extrême entre la Russie et l'Ukraine, qui dure depuis plusieurs mois. L'Ukraine devait présenter à la Russie une feuille de route institutionnelle pour une solution pacifique durable lors de ce sommet. Le gouvernement ukrainien a proposé une feuille de route suggérant des étapes concrètes pour mettre fin au conflit, incluant un cessez-le-feu inconditionnel d'au moins 30 jours. L'objectif principal était donc de mettre fin à toutes les attaques pendant au moins un mois, indépendamment du résultat des négociations, pour créer les conditions d'un cessez-le-feu global. Des échanges de messages directs, des consultations entre la Russie et l'Ukraine via l'Asie centrale, des cérémonies officielles d'ouverture des pourparlers et des discussions sur la composition finale de l'accord ont été proposées comme mesures de confiance pour faciliter le processus. Cependant, juste avant cette proposition, le 1er juin, l'Ukraine a attaqué massivement le territoire russe, frappant simultanément 4 bases aériennes stratégiques. Lors de cette attaque, l'Ukraine a détruit ou endommagé 41 bombardiers stratégiques, un avion de détection A-50 et d'autres équipements, totalisant 9 avions et 6000 km² de ressources militaires. Le problème est que la Russie, en invoquant cette attaque, a refusé de participer aux négociations de paix, réduisant considérablement les chances de dialogue. Le problème c'est que la Russie continue d'attaquer les zones résidentielles en Ukraine. Du côté russe, il n'y a aucune preuve concrète soutenant l'affirmation de la Russie selon laquelle ce bâtiment était une base militaire. Le ministère russe de la Défense a qualifié cette attaque de terroriste, suscitant des discussions au sein du gouvernement et des médias russes sur la pertinence de négocier dans un tel contexte. Il est difficile de prédire l'issue des négociations, mais je pense personnellement qu'un bon résultat est peu probable. L'introduction de l'A-20 et de nouveaux avions de chasse renforcera significativement la puissance aérienne de la Russie à court terme. Pour les Tupolev 95 et Tupolev 22 M3, il sera difficile de remplacer les pièces détachées, car ils n'ont pas été produits depuis plus de 30 ans. De plus, l'attaque de l'Ukraine montre la capacité de reproduire des menaces dans l'espace, réduisant la réactivité de la Russie face aux situations critiques. La tension devrait persister. De plus, la Russie cherche à renforcer sans hésiter la sécurité de ses bases militaires, en déployant des systèmes de défense aérienne et des équipements de guerre électroniques supplémentaires.
Cette fois, ils ont utilisé des drones pour montrer leur capacité à attaquer des zones à l'arrière du territoire ennemi. Selon l'utilisation des drones, il semble possible d'infliger des frappes précises à l'ennemi de diverses manières. Que pensez-vous de l'attaque de drones en Ukraine? Partagez votre avis en commentaire, plus de vidéos à venir, merci.